cette infime partie de nos génomes qui divergent entre nous, la plupart de ces différences ne font rien. Donc il faut encore creuser pour voir quelle est la partie qui impacte notre apparence physique et nos différentes physiologies, y compris celles reliées aux maladies infectieuses. Et une partie de nos différences face aux maladies infectieuses est inscrite dans notre ADN. Mais on n'est pas qu'une boîte à gènes. On a différents âges. Et ça, c'est encore une autre des choses qu'on étudie dans notre laboratoire, les différents facteurs qui participent à nos différences face aux maladies infectieuses. Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France. Dans cet épisode, Marie-Neige Cordonnier, rédactrice en chef adjointe de Pour la Science, s'entretient avec Luis Quintana Murci, biologiste, généticien des populations, directeur de recherche à l'Institut Pasteur et titulaire de la chaire Génétique humaine et évolution au Collège de France. Luis Quintana Murci est une des grandes figures de la génétique humaine et de ses liens avec l'immunité. Dans cet épisode, il explique comment notre passé évolutif, notre âge, notre sexe et notre mode de vie influencent la santé de notre système immunitaire et, au-delà, notre santé tout court. Bonne écoute. Bonjour Luis Quintana Murci, merci de nous accorder ce moment. Parlons un petit peu de la génétique et de la façon dont vous l'abordez dans votre laboratoire. En quoi consistent les différences génétiques que vous étudiez au sein des populations humaines et d'où viennent-elles ? Ce qui nous intéresse, c'est les différences génétiques entre les individus ou entre les populations. Mais pour cela, il faut comprendre qu'on travaille avec une espèce, c'est-à-dire les humains, qui présente très peu de diversité génétique. Sur 3 milliards de bases qui fait le génome, donc le GATC, si vous prenez 2 individus au hasard, ici par exemple dans cette salle, quelles que soient nos origines ethniques ou géographiques, il y a juste 0,1% de différence. Ce qui fait quand même 3 millions de différences. Et c'est pour ça qu'on a un travail, les généticiens. Parce que s'il n'y avait pas de diversité génétique, de différences génétiques entre nous, on n'en aurait pas. Et comment ils apparaissent ces différences? Simplement par ce qu'on appelle la mutation. C'est au cours de l'espermatogénèse ou l'ovogénèse. Normalement, il peut y avoir des erreurs qui sont normalement corrigées, mais parfois on échappe à ces erreurs. Et on sait aujourd'hui qu'environ chaque enfant, chaque bébé, naît avec 70 mutations par rapport au génome de ses parents, dont environ 50 viennent du père et environ 20 viennent de la mère. Donc, pour étudier la diversité des génomes chez l'humain, même s'il n'y a pas une diversité si énorme, vous partez de génomes actuels. Comment vous faites concrètement ? J'ai parlé juste de un des mécanismes qui génère la diversité génétique, que c'est la mutation. Mais pour vous répondre à cette question, il faut que je dise d'autres mécanismes qui ne créent pas la diversité, mais la distribuent différemment entre populations. Les migrations humaines et le métissage. Nous tous, on est métissés à différents niveaux. Il y a des entiers continents, du Mexique vers le bas. Vous trouvez presque aujourd'hui, grâce ou à cause de l'histoire, la diversité génétique de toute la planète. Parce que vous avez la diversité génétique des natifs américains, qui à son tour vient de l'Asie, que c'est métissé avec la diversité génétique des Européens pendant l'époque coloniale, que c'est métissé avec toute la diversité génétique des migrations forcées d'esclaves d'Afrique vers l'Amérique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez avec cet exemple clairement, le métissage redistribue un peu la diversité génétique au sein des populations. Et vous arrivez à comprendre comment les métissages ou à quel moment les métissages se sont produits au-delà de la période historique? Oui, bien sûr. On peut savoir même que les humains non africains se sont métissés avec l'homme de Néandertal. Et comment on fait? Simplement, on prend le sang ou la salive des gens, on extrait l'ADN, on le séquence et toutes ces séquences, on les compare et on va voir avec des bases de référence. Pour le faire d'une façon hyper simpliste, on peut avoir une base d'ADN provenant d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Pacifique, des natifs américains. Et chaque génome de chacun de nous, on peut le colorer, c'est comme ça qu'on parle, et on peut savoir cette partie-là est plutôt d'origine africaine, et cette partie-là est plutôt d'Amérique du Nord, et cette partie-là est comme ça de suite. Et on peut voir même les parties de notre génome actuel de nous ici qui sont d'origine néandertalienne.
Il y a une variabilité génétique qui semble faire qu'on n'est pas tous égaux face aux maladies infectieuses. Comment ça se passe? Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face aux maladies infectieuses? Ok, ça c'est une question vastissime où il y a des entiers départements qui travaillent sur ça. Donc on va essayer de le résumer d'une façon assez rapide. Cette infime partie de nos génomes qui divergent entre nous, la plupart de ces différences ne font rien. Donc il faut encore creuser au sein de ces différences pour voir quelle est la partie qui impacte nos phénotypes, c'est-à-dire notre apparence physique, plus grand, plus petit, différentes pigmentations de peau, et nos différentes physiologies, y compris celles reliées aux maladies infectieuses. Et une partie de nos différences face aux maladies infectieuses est inscrite dans notre ADN. Mais on n'est pas qu'une boîte à gènes. On a différents âges, différents sexes. Et ça, c'est encore une autre des choses qu'on étudie dans notre laboratoire, les différents facteurs qui participent à nos différences face aux maladies infectieuses. Et puisque vous arrivez à remonter dans le temps avec ces analyses de génome, est-ce que vous arrivez à déceler dans notre génome la trace d'interaction avec des virus par le passé, par exemple, qui permettrait de comprendre l'impact que les virus ont pu avoir par le passé sur les populations humaines et donc aujourd'hui? Oui, virus et autres d'ailleurs. Et autres agents pathogènes, oui. Oui. Parce que la plupart de mon laboratoire travaille sur la chose suivante, qui repose sur cette hypothèse. Très simple, mais très vraie. Nous ne sommes pas autre chose ici, nous tous, que les descendants de ceux qui ont survécu aux maladies infectieuses du passé. Par définition, sinon on ne serait pas là. Donc nous ne sommes pas autre chose que les descendants, évidemment pré-ère de vaccins, antibiotiques et hygiène, de ceux qui ont pu s'adapter biologiquement, génétiquement, pour mieux résister le paludisme, la grippe, le choléra, la peste. Cette résistance, elle est quelque part enregistrée dans notre diversité génétique. Et c'est ça qu'on sait faire en génétique de population. En génétique de population, vous pouvez aller gène par gène dans notre génome et voir si les gènes ou ces mutations-là évoluent d'une façon neutre, c'est-à-dire au hasard, ou évoluent sous sélection darwinienne ou sélection positive, c'est-à-dire une mutation que dans une population donnée et dans un environnement donné va vous permettre de mieux survivre au paludisme dans un environnement riche en paludisme. Cette mutation aura la tendance à augmenter en fréquence parce que les porteurs de cette mutation ont plus de chances de survivre et faire des enfants, donc transmettre leurs gènes. À la fin, la sélection naturelle, c'est que ça qu'ils voient. Qui fait plus d'enfants par rapport à ton voisin? Parce que ça veut dire que vous transmettez plus vos gènes. Et pour répondre plus concrètement à votre question, des choses, par exemple, qu'on a montrées, pour vous donner une idée de combien loin dans les temps on peut aller, il y a quelques années, on a montré que ce métissage qu'il y a entre les Eurasiens et les Néandertaliens a été particulièrement bénéfique pour mieux résister aux virus, et tout particulièrement au virus ARN, grippe ou même SARS-CoV-2. Et pourquoi ça? Parce que les humains, vous savez que se sont originés en Afrique il y a environ 200 000, 300 000 ans, quittent l'Afrique il y a 60 000 ans, et ils arrivent, donnons l'exemple de l'Europe, il y a environ 50 000 ans. Or, ces humains-là doivent s'adapter à de nouveaux environnements. Le froid de l'Europe, les nouvelles ressources nutritionnelles qu'ils ont retrouvées et des nouveaux pathogènes auxquels ils n'étaient pas exposés en Afrique. Mais il y a une chance qu'en Europe, il y a une autre population d'humains, d'hominines, les Néandertaliens, que eux, ça faisait au moins 300 000 ans qu'ils étaient en Europe. Donc, par définition, ils étaient adaptés. Donc, on sait qu'on s'est métissé parce qu'environ 2% du génome de ceux d'entre nous qu'on est d'origine eurasienne et d'origine néandertalienne. Et ce qu'on a montré, c'est que au sein de ce 2% d'ADN néandertalien qu'il y a dans nos génomes, il y a une surreprésentation de mutations d'origine néandertalienne qui sont impliquées spécifiquement dans la réponse contre les virus ARN, ce que nous a permis de conclure en suggérant, et après ça a été confirmé par plein d'autres travaux, que cet métissage avec les Néandertaliens a permis aux premiers Européens, donc on parle d'il y a environ 45 000 ans environ, de acquérir des mutations avantageuses des Néandertaliens qui leur ont permis de, eux, qui n'étaient pas habitués, pouvoir mieux résister aux nouveaux virus qu'ils ont rencontrés. Est-ce qu'il y a eu d'autres périodes déterminantes pour la construction de notre système immunitaire que vous avez mises en évidence dans vos travaux?
Tout à fait. Il y a une autre période qui touche les Européens qu'on a pu mettre en évidence. Ce qu'on a fait, dans ces cas-là, on n'a pas étudié la diversité génétique des humains modernes comme nous, ici, contemporains. On a étudié environ 3000 génomes humains des Européens qui ont vécu dans les 10 000 dernières années. C'est la paléogénomique, l'extraction de l'ADN des os, en l'occurrence humains, qui ont vécu il y a 10 000 ans, 9 000 ans, 6 000 ans, 5 000 ans, Moyen-Âge, aujourd'hui. Et on s'est posé une question très simple. Quels sont les gènes au cours des 10 000 dernières années qui ont été plus soumis à la sélection positive? Parce que ça nous donnerait des gènes qui arborent de la diversité génétique qui a augmenté beaucoup en fréquence. Donc, avantageux, tout en considérant l'histoire démographique de la population. Ça nous a permis d'identifier 89 gènes porteurs de ces mutations hautement avantageuses. Et après, on a développé une méthode basée sur la statistique et les approches bayésiennes qui nous dit pas seulement cette mutation dans ce gène a été soumise à la sélection positive, mais il nous dit aussi quand et dans quelle mesure. Donc, le temps de la sélection naturelle et ce qu'on appelle le coefficient de sélection. Ce qui a été un peu avantageux ou très avantageux. Et ce qu'on a vu, que c'est au sein de ces 89 gènes, il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Et pour ceux qui sont impliqués dans la réponse immunitaire, dans 80% des cas, le temps de la sélection est après l'âge de bronze. Ça veut dire dans les dernières 4500 ans. Et ça, c'était hyper intéressant pour deux raisons. Une, parce qu'on s'attendait plutôt, notre hypothèse un peu par défaut, c'était ça va être 7, 8, 9 000 ans, parce que c'est le moment où les différentes populations européennes passent d'être chasseurs-cueilleurs à agriculteurs, et d'une façon parfois un peu trop romantisée, on pense, oui, ça a complètement bouleversé, y compris nous, dans mon laboratoire, on l'a cru longtemps, a complètement bouleversé nos relations aux pathogènes. Bon, on voit qu'il y a une autre période un peu plus récente, que c'est l'âge de bronze, les dernières 5 000 ans, qui a peut-être encore plus, en tout cas en Europe, impacté nos relations aux pathogènes. Et la question est pourquoi alors l'âge de bronze? C'est le moment, les Européens, on est le résultat d'un métissage entre 3 composants génétiques. Les premiers Africains qui arrivent il y a 50 000 ans, qui se sont métissés il y a environ 10 000 ans avec les agriculteurs provenant de l'Anatolie, que nous ont amené les techniques agricoles. Et là, on y arrive. Qui se sont métissés il y a environ 4500 ans avec des peuples venant des steppes de l'Asie centrale, la culture Yamna, qui nous ont amené les langues que la plupart de nous parlons aujourd'hui, que sont les langues indo-européennes. Donc, cette période nous a permis de proposer, et d'autres travaux ont montré à peu près la même chose, que c'est l'arrivée des peuples Yamna il y a 4500 ans qui a probablement impliqué un croisement démographique tellement important que ça a un peu changé, altéré nos relations aux pathogènes, raison pour laquelle on trouve que la plupart des événements de sélection positive, c'est-à-dire d'adaptation aux pathogènes, dateraient en Europe de ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas eu ou qu'on n'a pas trouvé de traces de modifications génétiques avant, entre 10 000 et 4 500 ans? On en a trouvé parce qu'il y en a 20% par définition que datent entre il y a 10 000 ans et il y a 4 500 ans, dont certaines on les connaissait déjà, y compris par exemple des choses non reliées aux pathogènes, comme une des choses les plus iconiques en Europe, et ailleurs d'ailleurs, c'est la capacité à digérer le lait à l'âge adulte. Là, on voit que la fameuse mutation européenne, parce qu'il y en a d'autres au Moyen-Orient et en Afrique, mais la fameuse mutation de la lactase européenne qui permet aujourd'hui entre 30% et 90% des Européens dépendants de la latitude de continuer à digérer le lait à l'âge adulte, parce que c'est pas notre état ancestral, notre état classique, c'est après la période de sevrage, cette enzyme qui nous permet de digérer le lait chute et on est intolérant au lactose. Donc là, dans le cas de la mutation qui nous permet, en France, environ 40% des humains digèrent le lait à l'âge adulte, cette mutation date d'il y a 6 000 ans, par exemple, 6 300 ans. Et dans quelle mesure a été avantageuse? Immense. C'est un des coefficients de sélection plus élevés du génome humain. Je
penser à certains virus, peut-être le virus de l'herpès, qui a pu avoir une interaction très ancienne avec l'humain. Et je me demandais s'il avait eu un effet sur l'arrivée des maladies auto-immunes aujourd'hui, ou si d'autres virus ont pu intervenir dans notre susceptibilité actuelle aux maladies auto-immunes. Quand vous dites virus, j'insiste, vous parlez des pathogènes en général, pardon, non? Les pathogènes en général, Ouais. oui, c'est vrai. Parce que oui, il y a des virus évidemment hyper importants, même la grippe, ça a un impact majeur en santé publique. Mais après, on a des bactéries d'une importance majeure comme la tuberculose. C'est une bactérie, c'est une des 3 plus grands tueurs aujourd'hui en termes de millions de personnes au monde. Le paludisme est causé par un parasite Plasmodium falciparum. La réponse est oui. Parce que ce qu'on a montré, nous et d'autres, c'est que au cours des dernières 4-5 000 ans, voire plus, certaines mutations dans notre génome qui rendent notre système immunitaire très actif ont été avantageuses. Parce que ça nous protège contre les infections, virus, bactéries, parasites. Mais quand vous diminuez un peu la charge en pathogène, ces mêmes mutations sont responsables du risque accru dans nos sociétés de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires, des allergies. Il y a plein d'exemples des mutations dans différents gènes, comme l'HLA, comme les récepteurs de type TOL, impliqués dans la réponse immunitaire innée ou adaptative, qui augmentent notre protection contre les infections, mais le prix à payer, entre guillemets, c'est un risque accru à d'autres maladies qui tuent moins. Parce que la sélection, encore une fois, c'est la seule chose qu'elle voit. Donc, je protège, si c'était la sélection qui parlait, la plupart des individus, en tout cas jusqu'à l'âge adulte, et qu'au moins ils ont fait des enfants, ils transmettent leurs gènes, parce qu'après, je vois plus rien. Donc, le prix à payer, maladie de Crohn, maladies inflammatoires de l'intestin, lupus, et toutes ces maladies auto-immunes inflammatoires. Et donc, il y a beaucoup de répercussions aujourd'hui sur les maladies qu'on peut avoir infectieuses ou non infectieuses de notre diversité génétique ou du génome que l'on a. Donc, plus généralement, quelles sont les répercussions pour la médecine actuelle de cette nouvelle compréhension de l'histoire génétique de la population humaine? C'est pour répondre exactement à cette question qu'on a fondé, il y a environ 15 ans, le consortium Milieu Intérieur, pour répondre à quels sont les facteurs génétiques qui participent à notre protection contre les maladies infectieuses, donc quels sont les facteurs génétiques qui modulent notre réponse immunitaire, dans quelle mesure notre diversité génétique, mais aussi notre âge, notre sexe, notre microbiome, notre passé d'exposition à différents virus et autres, notre nutrition, notre statut socio-économique, comment tout ça influence nos différentes réponses immunitaires. Qu'est-ce que c'est que ce consortium Milieu Intérieur? Donc, Milieu Intérieur s'appelle Milieu Intérieur en honneur au fondateur de la physiologie humaine, qui d'ailleurs travaillait ici, au Collège de France, Claude Bernard, qui disait que, en gros, tout dans la vie est la conséquence de ce qui se passe dans les molécules de nos liquides internes, notre milieu intérieur. En gros, c'est une façon de dire tout dépend de notre métabolisme intérieur. Donc, en 2012, on a recruté 1000 individus en Bretagne, moitié hommes, moitié femmes, de 20 ans à 80 ans. Pour chaque individu, on a extrait leur ADN et on a séquencé leur génome. Et plus important encore, pour chaque individu, on a des centaines de phénotypes immunitaires. Qu'est-ce que vous appelez un phénotype immunitaire? Le type est le nombre de cellules dans notre sang, des monocytes, des lymphocytes T, des lymphocytes B, des cellules naturelles killer, tout ce qu'il y a dans notre sang. Plus de 80 types cellulaires, on les a typés et on a regardé en quoi ces 1000 individus diffèrent entre eux dans ces proportions. Le sang de ces individus, ex vivo évidemment, a été infecté par plus de 30 pathogènes différents ou molécules qui activent la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire celle qui est rapide, immédiate, en quelques heures, mais qui n'a pas de mémoire. Mais aussi, on a infecté, stimulé leur sang avec des molécules qui activent le système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire celui qui est beaucoup plus lent, mais qui retient la mémoire. Donc, c'est à partir d'une simple prise de sang que vous êtes capable de voir l'histoire passée des interactions avec les agents pathogènes de l'individu. Oui, l'histoire passée et l'histoire présente. Et l'histoire présente. Ouais. Parce que maintenant, ce qui s'intéresse, c'est, OK, on a bien compris qui on est les Européens, qu'on est le résultat de 3 composants génétiques, qu'il y a plein de gènes qui ont été sous sélection naturelle dans la réponse immunitaire il y a environ 4000 ans. Et c'est pour ça que dans la population européenne, il y a plus ou moins de cette mutation dans tel ou tel gène. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?
le résultat, c'est là. Et comment, en étudiant ça, on peut avoir un impact sur la façon dont les individus sont pris en charge par le système médical. Parce que le but principal du milieu intérieur, c'était de comprendre, comme je vous ai dit déjà, dans quelle mesure notre génétique, notre âge, notre sexe, notre microbiome, notre nutrition, tout ça impacte notre système immunitaire afin de poser les bases d'une médecine de précision, d'une médecine plus adaptée au profil génétique des individus, mais aussi au profil plus général. Encore une fois, on n'est pas une boîte à gènes. Parfois, les mêmes mutations peuvent avoir un effet différent ou perdre leur fonction au cours de l'âge. Parfois, une même mutation peut légèrement modifier son effet si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Et c'est tout ça qu'on est en train d'étudier au laboratoire. Il y a avec 30 autres laboratoires qui font partie de ce consortium. Est-ce que ça veut dire que la médecine plus personnalisée de précision dont vous parlez nécessite qu'on séquence le génome de chacun ? Pour l'instant, avant d'en arriver là, il faut déjà que nous fournissons toutes les informations de comment la génétique sur un homme, la génétique sur une femme, jeune, moins jeune, avec ce profil de microbiote, tout ça, on nourrit des modèles qui nous permettent de prédire où vous êtes dans une courbe de gaussienne dans votre système immunitaire. Parce que la plupart de nous, on sera au milieu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pouvoir savoir pourquoi vous êtes ici, que vous avez un système immunitaire un peu faible, qui vous rend plus à risque pour développer des infections. Votre génétique, plus votre sexe, plus votre âge, plus tout ça. Ou pourquoi vous avez un système immunitaire ici extrêmement actif, qui vous protège mieux contre les infections, mais vous rend plus à risque pour les maladies auto-immunes. Donc, à terme, oui, quand les modèles seront suffisamment nourris avec des données qu'on peut prédire d'une façon beaucoup plus robuste votre réponse immunitaire, bien sûr qu'on va l'utiliser tout ça, y compris votre génome. Si les femmes, par exemple, répondent au vaccin d'une façon beaucoup plus forte que les hommes, le vaccin de la grippe, un bon exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas en donner moins, ou moins de doses? On épargne. En plus, en termes de santé publique, et on évite des effets secondaires à ces vaccins que certaines femmes font. Je peux vous donner plein d'exemples de comment certaines mutations à sexe constant et à âge constant font que vous avez un système immunitaire plus inflammatoire. C'est-à-dire qu'il est tellement excité, on va dire, qu'il est très bon pour se débarrasser des pathogènes, mais trop bon, et après il commence à s'occuper de vous. Et ça, il y a des bases génétiques pour ça, et plein d'autres choses. Donc oui, que ça vous plaise ou pas, il faut passer par le génome. Avec les 1000 génomes que vous avez dans votre consortium milieu intérieur, à quel résultat vous êtes arrivé? Je sais que vous en avez publié tout récemment. Oui, on a montré par exemple comment entre les 140 facteurs qui pourraient expliquer pourquoi il y a de la variabilité entre individus sains, déjà, dans nos réponses à certaines bactéries, à certains vaccins, à certains virus, on a montré qu'il y a 5 facteurs qui jouent un rôle majeur. La génétique, l'âge, le sexe et le fait d'être infecté par le virus, un cytomégalovirus. C'est un virus qui 30-40% d'entre nous, comme d'autres herpesvirus, on est porteur sain du CMV et ça n'a aucun impact en général. Mais, sans le savoir, ça fatigue un peu le système immunitaire. Mais on ne le sait même pas, et au mieux ou au pire, on développe des boutons de fièvre. Il y a un grand nombre de virus qui s'appellent des infections chroniques ou des infections latentes. Dans la plupart des cas, on ne sait même pas qu'on est infecté parce qu'on n'a aucun symptôme. Sauf si un chercheur vous prend votre sang et dit « Ah tiens, son système immunitaire est un peu fatigué ». Mais ça a des conséquences à la longue, surtout au fur et à mesure qu'on vieillit. Et aussi, par exemple, on a montré dans le consortium que le tabagisme affecte d'une façon réversible la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire celle qui se met en place tout de suite, mais qui n'a pas de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire réversible? Que quand vous arrêtez de fumer, au bout de quelques années, votre système immunitaire inné agit comme si vous aviez jamais fumé. Mais le tabagisme affecte le système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire celui qui a de la mémoire, les anticorps qu'on fait, qui ont le même principe de la vaccination, est basé sur ça, d'une façon assez persistante. Le tabagisme est une des choses qui affecte le plus la méthylation de l'ADN, et notamment dans cette étude, on a montré que le tabagisme influence la réponse immunitaire en partie à travers des changements épigénétiques. Je vous rappelle que les changements épigénétiques, c'est tout ce qui va changer la fonction de vos gènes sans changer la séquence de l'ADN.
Il existe un concept qu'on appelle inflammaging, je crois que c'est Claudio Franceschi qui a donné ce nom. Est-ce que vos travaux aident à mieux comprendre ce phénomène? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'inflammaging? Oui, l'inflammation, c'est le fait qu'au cours de l'âge, on va avoir plus d'inflammation chronique. Je vous ai dit, l'inflammation, c'est juste un système immunitaire un peu trop réveillé. Et c'est très important parce que si on peut connaître quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans cette inflammation chronique qui s'accentue au cours de l'âge, un peu plus chez les hommes d'âge adulte que chez les femmes, ça c'est une des explications du pourquoi, au début de l'épidémie de Covid-19, un des facteurs majeurs de risque majeur pour un Covid-19 sévère, c'est être un homme, être âgé et avoir certaines comorbidités, dont l'obésité ou l'hypertension. Ça, c'est le cocktail parfait pour être enflammé. Donc oui, maintenant, ce qu'on fait, c'est on étudie comment, à niveau des cellules uniques, le vieillissement affecte notre système immunitaire, comment le vieillissement affecte certaines cellules plus que d'autres de notre système immunitaire et comment le vieillissement affecte certaines cellules du système immunitaire plus que d'autres, différemment si vous êtes un homme et si vous êtes une femme. Et par exemple, nos résultats préliminaires, ça c'est pas encore publié, ce qu'on montre, c'est que l'âge, donc le vieillissement, va affecter principalement certains types cellulaires, mais surtout quand ces types cellulaires sont exposés à un danger extérieur. Les deux exemples qu'on a, c'est le virus de la grippe et le virus SARS-CoV-2. Donc, beaucoup des effets de l'âge sur notre système immunitaire se manifestent uniquement quand on est challengé, exposé à un danger. Tandis que les effets du sexe, 85% des effets du sexe qu'on voit sur plus de 40 types cellulaires différents qu'on a vus, se manifestent bien avant que vous voyez un danger, sont déjà présents à l'état basal. Et maintenant, ce qu'on est en train d'essayer d'étudier, pour reparler de génétique toujours, parce qu'à la fin, on est des généticiens, non pas des immunologistes. On est des généticiens qui posent des questions en immunologie. Donc, une des choses qu'on est en train d'essayer de comprendre, c'est les interactions gène-âge ou gène-sexe. Comment la même mutation perdra la fonction ou gagnera la fonction au cours de notre vie. Et comment cela peut varier dépendant de sexe. On est par exemple en train d'étudier ce qui a une importance très relevante pour la santé des femmes, en l'occurrence, c'est quand vous savez que les femmes, ils ont 2 chromosomes X, mais un est complètement inactivé parce que les hommes, ils ont un chromosome X et un Y. Donc, les femmes, pour qu'elles n'aient pas la double dose, tout un chromosome X est inactivé. Mais on sait que certains gènes du chromosome X échappent à cette inactivation. Ça veut dire que les femmes, ils auront une double dose. Donc, on est en train d'étudier ça parce qu'en plus, le chromosome X est particulièrement riche en gènes impliqués dans la réponse immunitaire. Est-ce que vos travaux peuvent nous aider à mieux gérer les pandémies, puisqu'on saura que telle ou telle population de personnes sera peut-être plus susceptible de faire une crise très forte, enfin une réponse immunitaire très forte ou une inflammation? La question que vous posez, c'est une question mondiale et majeure. Donc, évidemment, nos travaux, ils apportent un grain de sable à une connaissance que c'est faite par des épidémiologistes, des virologistes, des généticiens, des biologistes de l'infection. Donc, je prétendais pas dire que nos travaux nous aideront à mieux comprendre ou anticiper les épidémies. Mais ce que nos travaux montrent, je vous donne un exemple très concret qu'on a montré il y a 2 ans, c'est que si vous prenez les mutations qui contrôlent notre réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2, chez les Africains, chez les Européens ou chez les Asiatiques, on a montré qu'il n'y a que chez les Asiatiques que ces mutations qui sont associées à la réponse contre le SARS-CoV-2 montrent des signatures fortes de sélection naturelle. Donc, ça nous donne une information précieuse parce que ça nous dit que les Asiatiques, les gens d'origine asiatique, ça fait bien plus longtemps qu'on a été exposés à des virus genre coronavirus, raison pour laquelle ils ont développé des mécanismes génétiques d'adaptation. Alors à ce moment-là, allons regarder quels sont ces mécanismes d'adaptation. Parce que si la nature a fait ça déjà à notre place chez les Asiatiques de l'Est, ça peut être intéressant de le savoir. Sur quoi vous travaillez en ce moment plus particulièrement ? Plus récemment, on fait appel à une autre dimension, c'est le métabolisme. Et c'est comment une certaine dysrégulation de notre métabolisme, notamment obésité, hypertension, diabète, comment ça influence aussi notre système immunitaire. Là, on a un projet très vaste avec l'Institut Louis Mallardet de Papeete à Tahiti, où on suit 2000 Polynésiens de 18 îles différentes, des 5 archipels différents de la Polynésie française, séquençage de leur génome. Donc, une des raisons, c'est
qu'on fait des études de génétique de population basiques pour comprendre déjà le peuplement de la Polynésie, le niveau de métissage entre différentes populations d'origine taïwanais, austronésien et papou. On date le métissage aussi avec d'autres populations pour, in fine, comprendre comment l'obésité en Polynésie, quelle que soit l'île et l'archipel, dépasse le 55%. C'est un des endroits au monde où il y a plus qui souffrent le plus de ce fléau. Et donc, une des questions, c'est comment cette dysrégulation métabolique influence leur niveau d'inflammation aussi. Et pourquoi aussi? Est-ce que c'est qu'ils ont une base génétique qui les rend plus à risque de développer des maladies métaboliques? Ce qui a fait que quand ils ont fait une transition épidémiologique dans les 20, 30, 40 dernières années, il les a affectés plus qu'à d'autres peuples. Et tout ça, c'est encore en cours. Donc, j'espère dans 1 an ou 2 ans vous donner des réponses. Mais l'obésité est difficile à caractériser d'un point de vue génétique. Elle est difficile à caractériser. Je vois votre question. Parce qu'elle est extrêmement polygénique. Il y a des centaines de gènes qui sont impliqués dans l'obésité. L'obésité est encore plus polygénique que la taille, que c'est l'exemple iconique de traits polygéniques. Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des variants génétiques à effet fort qui expliquent pourquoi les Polynésiens montrent autant de prévalence d'obésité? Si la réponse est non, ça veut dire que la raison, c'est une base polygénique, comme les Européens d'ailleurs, parce que, excusez-moi, même si on a moins de problèmes d'obésité qu'en Polynésie, vous mettez 2 individus un à côté de l'autre et vous lui donnez la même nourriture pendant 2 ans, il y en a un qui va grossir plus que l'autre. Donc il y a aussi entre nous des différences polygéniques. Ça veut dire quoi? Des centaines, voire des milliers de gènes, chacun contribuant très peu, d'une façon individuelle, mais d'une façon additive, faisant ces différences entre 2 individus. J'avais très envie de vous reposer des questions sur les biais européens, de vous dire mais alors est-ce qu'on a des chances de faire des études qui soient pas seulement sur des populations européennes? Vous avez répondu en fait. J'espère qu'on aura la chance de vous entendre ou d'autres équipes dans cette même veine avoir des initiatives du type milieu intérieur un peu partout dans le monde. Il y en a déjà, y compris par nous. À Hong Kong, par exemple, on a un projet en collaboration avec l'Université de Hong Kong. Il y en a un petit projet pour l'instant avec le Sénégal. Et mon laboratoire a ce gros projet avec la Polynésie. Mais c'est hyper important parce que si vous prenez toutes les études qu'on fait aujourd'hui en génomique humaine dans le monde, dans 78% des cas, sont faits sur des individus d'origine européenne. Tandis que les individus d'origine européenne, donc européens, américains du Nord, australiens et compagnie, ne font que 16% de la planète. Donc, outre l'éthique, c'est aussi une question biologique. On est en train de passer à côté de plans de corrélation entre diversité génétique et diversité phénotypique, bénigne ou associée à des maladies. Alors j'espère que je ne viens pas de vous couper l'herbe sous le pied de la première question transversale que vous avez choisie, qui est la suivante. Est-ce qu'il y a un concept ou une notion scientifique dont vous estimez qu'il est nécessaire qu'elle soit davantage connue, qu'il faudrait plus diffuser et faire connaître? C'est l'origine africaine des humains récente et encore plus important, que je trouve que c'est pas connu, c'est l'inexistence. Le fait que les races, d'un point de vue biologique chez les humains, ça se tient pas, n'existe pas. C'est pas du wokisme, ce que je dis. C'est une observation empirique. Les races, c'est une construction culturelle. Si vous avez envie d'être raciste, vous le serez. Mais les races, d'un point de vue biologique, n'existent pas chez les humains parce que, je vais vous donner l'exemple inverse et je vais vous expliquer pourquoi les races existent chez les chiens. Il y a eu beaucoup de sélection artificielle et vous finissez avec un groupe de caniches et un groupe de bergers allemands. Si vous comparez les caniches entre eux, ils sont presque tous pareils génétiquement. C'est pour ça qu'il y a des maladies. Si vous comparez les bergers allemands, ils sont très semblants génétiquement entre eux. Mais si vous comparez les caniches aux bergers allemands, ils sont très différents génétiquement. Or, chez les humains, vous trouvez l'inverse. La plupart des différences génétiques sont au sein d'une soi-disant population, on va dire, parce qu'on aime tous classifier. Parfois, on a besoin de classifier pour comprendre. Les Européens de l'Est, au sein des Européens de l'Est, il y a plus de diversité que vous comparez les Européens de l'Est avec un groupe d'Africains de l'Ouest. Donc, le concept est complètement différent. Et ça, je trouve que c'est pas encore suffisamment connu. Vous avez parlé évidemment beaucoup de ce qu'on peut déduire de l'observation de gènes actuels qui nous renseignent sur le passé. Et la question que je vous pose concerne le futur. Quelle est la question pour vous la plus intéressante à se poser
s'agissant du futur de l'humanité. Avec tout ce qu'on fait sur la médecine de précision, comme en génétique, âge, sexe, nutrition, tous ces facteurs ensemble, ça serait pour moi, parce que c'est une question personnelle, pouvoir montrer que dans des systèmes de santé publique comme le nôtre, ça va faire que les individus vont être mieux, avoir moins des effets secondaires, vont répondre aux médicaments au premier coup, et tout ça en plus en épargnant d'argent pour la sécurité sociale. Donc ça, c'est une question ouverte, je vous entends, il nous faut montrer que cette médecine de précision peut tenir cette promesse-là. promesse-là. On va le montrer. Pas nous, moi en particulier, ou mon laboratoire, mais la communauté scientifique. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Le fait que malgré qu'on peut faire des erreurs, on le sait, c'est notre capacité immense d'adaptation culturelle, d'adaptation technologique et d'adaptation biologique. Les trois ensemble. Parce qu'on a inventé les vêtements pour se protéger du froid, mais on a inventé les vaccins et les antibiotiques pour se protéger des pathogènes. Donc, je suis assez optimiste que notre progrès culturel et technologique, parce que pour le biologique, comme vous savez, c'est très lent. Il faut qu'on se revoie dans 3000 ans pour en parler, comment on a évolué biologiquement. Mais je suis assez optimiste que notre progrès culturel va allonger la qualité de vie, que c'est le défi majeur qu'on a en ce moment. Parce qu'on a allongé la vie, mais on n'a pas allongé la qualité de cette vie encore suffisamment. Et tout ça pourvu qu'on n'utilise pas tous ces progrès culturels et technologiques contre nous, parce qu'on voit qu'on pourrait l'utiliser avec les guerres et tout ça. Mais bon, je suis assez optimiste, parce qu'il faut, non ? Sinon, si on n'est pas optimiste, on se flingue. Vous avez dit que pour voir l'évolution biologique, il va falloir se revoir dans 3000 ans, mais est-ce que maintenant, on n'arrive pas à une période où on peut imaginer qu'avec la technologie qui se développe, on va pouvoir accélérer artificiellement notre évolution génétique ? Je pense pas qu'on est en train de, avec tous les progrès technologiques et médicaux qu'on est en train de stopper l'évolution. On est en train de changer de cible de l'évolution. Pendant toute notre histoire, l'évolution, la sélection naturelle, la cible, c'était la mort. Maintenant, c'est plus la fertilité, par exemple. On voit clairement dans nos sociétés que les niveaux de fertilité baissent énormément. Donc, la question, c'est, il faut attendre encore. Ça s'oriente différemment, la sélection naturelle. Dans les sociétés comme les nôtres, dans plein d'autres sociétés, elle agit encore en temps réel. Je me demandais, avec l'avènement de médicaments de plus en plus efficaces finalement, cette pression de sélection qui existait avant sur certains marquants génétiques n'existe plus ou en tout cas existe moins. Est-ce que ça veut dire que on va vers plus de diversité allélique finalement au niveau de la population parce que on élimine des pressions de sélection qui existaient avant ? Je dirais que oui, parce que des mutations que si on était dans la sélection sauvage, on va dire que soit vous mourrez pas, beaucoup de ces mutations délétères seraient purgées, c'est le mot qu'on utilise en génétique de population, et maintenant persistent dans la population parce que c'est pas grave. On peut faire naître des enfants qu'en nature sauvage seraient pas nés. Après, à chacun de nous de trouver si ça nous plaît ou pas. Je pense qu'il y a des réponses un peu universelles que j'aime bien donner comme perspective. Jusqu'au début du XXe siècle, en Europe de l'Ouest, juste 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Moi, j'aime bien dire ça aux gens qui sont très anti-vax, parce que vous pouvez avoir vos raisons intimes d'être contre ou pour quelque chose. Mais est-ce que vous n'êtes pas content que votre famille, ils ont survécu les 40 ans? Et oui, donc, on verra dans 3000 ans, 4000 ans. Ce qui est fascinant dans les travaux de Luis Quintana Murci, c'est qu'il est aujourd'hui possible, grâce à de larges études génétiques et à de simples prises de sang, de trouver dans notre passé lointain ce qui conditionne en partie notre santé. Ainsi, c'est parce que nous avons hérité de 2% de gènes de Néandertal que nous sommes devenus capables de mieux résister à certains virus auxquels ont dû faire face nos ancêtres qui arrivaient sur le continent européen. Les travaux récents de Luis Quintana Murci ne font pas seulement parler les gènes. Ils cherchent dans notre trajectoire de vie, dans notre microbiote, ce qui nous rend plus ou moins résistants à telle ou telle maladie. Et à mesure que se précisent les analyses, en Europe, en Asie, en Polynésie, se dessine la perspective d'améliorer les traitements et les vaccins en les adaptant au profil génétique et aux interactions passées que chacun a pu avoir avec des bactéries ou des virus pathogènes. Une perspective vertigineuse et enthousiasmante.
Merci d'avoir écouté À l'écoute de la science, un podcast de Pour la science réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast, bien sûr.